Bonjour et bienvenue dans Divergence Politique, un épisode un peu spécial aujourd'hui puisque c'est un entretien avec le très réputé et le très reconnu économiste Charles Gave. Alors avec Charles Gave, aujourd'hui nous allons être un petit peu taquins puisque nous allons poser la question de savoir si la France est en faillite. Mais tout de suite, générique. Nous sommes en guerre. Alors Charles Gave, 1000 fois merci de nous consacrer du temps sur cette jeune chaîne Divergence Politique. On est vraiment honoré de vous avoir. Je vous le dis en toute sincérité, en toute franchise. Votre expertise est extrêmement appréciée et reconnue, donc on va pouvoir vous poser 1001 questions. Et je dirais même des questions indiscrètes sur l'état véritablement de la France. Pour rentrer dans le vif du sujet, et puis parce que c'est le titre un petit peu provoquant de cette émission, est-ce que la France est en faillite ou au bord de la faillite? Je crois qu'il faut faire bien attention. La France n'est pas en faillite. L'État français est au bord de la faillite et peut-être du mauvais côté du bord. Donc, je n'ai pas le moindre doute sur la capacité de ce pays à se redresser, mais pour l'instant, celui qui nous entraîne au fond, l'espèce des, si vous voulez, les pieds de bitume qu'on a et qui nous maintiennent au fond de la baie, c'est l'État. Donc, l'État français est en faillite, ce qui ne veut pas dire que la France l'est. Justement, le fait que l'État soit en faillite, c'est finalement un process qui s'est délité au fur et à mesure des dernières décennies. Finalement, pas quelque chose d'extrêmement nouveau, mais ceci étant, ça s'est aggravé ou accentué comme effet, je dirais, sur les 10-15 dernières années. Oui. Est-ce qu'on peut imaginer ou est-ce qu'on peut envisager une solution de sortie positive? Ou est-ce qu'on est véritablement dans un gouffre sur lequel il n'y a pas de marche arrière? On sait très bien. Si vous voulez, c'est ce que disait Oscar Wilde quand on lui posait la question. Quand le juge lui posait la question « Comment vous êtes-vous ruiné ?» il avait répondu lentement au début, très vite à la fin. Donc, les systèmes d'effondrement sont ainsi faits que au départ, c'est imperceptible, et puis ça prend une pente qui est un peu plus raide, et puis à la fin, si vous voulez, c'est une chute libre qui se passe en 15 jours. Donc, personne n'a la moindre idée à quel moment les marchés vont décider qu'ils ne veulent plus prêter à la France. À l'État français, pardon. Donc, la réponse à votre question, c'est extrêmement facile à traiter et tout le monde le sait. Depuis toujours, depuis Thatcher, depuis Chrétien au Canada, depuis Henri IV et Sully, on sait ce qu'il faut faire. Il faut couper les dépenses improductives de l'État. Il y a, par exemple, paraît-il, 1200 agences au commissariat, agences, haute autorité, etc., qui nous coûtent 120 milliards par an et qui servent à strictement rien, si ce n'est à recaser des politiciens véreux avec des voitures de fonction, des salaires de fonction, et ça sert strictement à rien. Par exemple aussi, je crois que SOS Méditerranée, pour ramener des gens chez nous qui se noieraient en Méditerranée, touche 900 millions par an de subventions, d'après ce que je me suis laissé dire. Et la subvention pour reconduire les EQTF à la frontière, dans le budget, est de 60 millions. Donc, on paye 900 millions pour faire rentrer des gars, et ensuite, on en paye 60 pour les faire sortir, mais on n'y arrive pas. Donc, encore une fois, si vous voulez, il y a le propre de l'État français aujourd'hui, c'est qu'il ne fait rien de ce qu'il devrait faire, et qu'il n'arrête pas de faire des trucs qu'il ne devrait pas faire. Donc, c'est simplement une question politique. Quand Lebrun, qui était l'ancien président de la Troisième République, dernier président, a été voir De Gaulle en 1945, et De Gaulle écrit dans ses mémoires « J'ai reçu M. Lebrun, qui était l'ancien chef de l'État. L'ennui, c'est que ce n'était pas un chef et qu'il n'y avait plus d'État. » Donc, je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'autorité et l'État ne fait pas son boulot, il n'y a plus de respect de l'État. Donc, pour un libéral, ça paraît la chose extraordinaire, mais un système libéral ne peut pas fonctionner
si les fonctions régaliennes ne fonctionnent pas, parce qu'à ce moment-là, rien n'est respecté. Donc, aujourd'hui, on a une série de ventres mous qui sont au pouvoir. Et ce qui m'étonne le plus, c'est qu'il y a maintenant une espèce de fusion entre le milieu politique et le milieu des médias. Ils se parlent, ils s'aiment, ou ils se détestent, enfin, et on les voit ensemble. Et je me dis, mais j'imagine pas De Gaulle avec une starlette, quoi. Alors, c'est intéressant ce que vous avez indiqué. Vous parliez justement de la nécessité, peut-être pour s'en sortir, d'avoir des coupes franches dans notamment des ministères ou des dépenses publiques qui sont peut-être superflues. C'est finalement exactement ce qu'aux États-Unis, Donald Trump a proposé avec Elon Musk, avec le fameux Dodge. Et on voit qu'il y a une énorme résistance qui s'opère de l'État profond et même des populations aux États-Unis. Donc, est-ce que nous, en France, finalement, les Français seraient plus ouverts à cette question? Je suis assez dubitatif. J'en sais rien, mais l'impression que j'ai, c'est que si on passait un petit pacte avec la population, on va supprimer 1000 qui nous coûtent 100 milliards, et parallèlement, on va baisser vos impôts de 50 milliards. À ce moment-là, je crois que l'enthousiasme serait beaucoup plus... Parce qu'ils verraient immédiatement la baisse des impôts, surtout c'est sur la TVA ou des trucs comme ça. Et dans le fond, ils s'en foutent de savoir que tel sous-ministricule a une voiture de fonction, ça lui change rien, ça change pas sa vie. Donc, il me semble qu'il faut manier à la fois le carotte et le bâton. Le bâton soit être sur les corrompus, allez, et la carotte doit retourner à la population. C'est facile à faire, hein, ça prend honnêtement 3 jours. Il n'y a aucune difficulté. Mais vous n'imaginez pas le degré de corruption dans la fonction publique aujourd'hui, dans la haute fonction publique. C'est la sénatrice, notamment Nathalie Goulet, qui avait, début janvier, proposé au Sénat un amendement. De mémoire, c'est l'amendement 2-2035, pour que les dépenses des anciens présidents et des anciens premiers ministres soient fortement allégées pour l'État français, voire même supprimées dans la majorité des cas. Ça a été voté au Sénat et ça a été passé finalement. En fait, ça a été refusé d'être passé à l'Assemblée nationale, puisque la proposition de loi n'a même pas été mise finalement au vote des députés. Donc, il y a quand même une opposition politique, vous l'avez dit. Il y a une opposition politique et je crois qu'on a compris d'où ça venait aux États-Unis. C'est par l'intermédiaire des ONG. C'est-à-dire que je n'étais pas au courant et j'ai très bien compris ça avec le truc de USAID, là. C'est que vous êtes, mettons, un Soros, allez, et vous créez une fondation pour sauver les ours blancs en Antarctique. Hein, il n'y en a pas, enfin, ça va quand même, ça a une importance. Et puis, vous lui donnez 5 ou 10 millions de dollars pour qu'elle puisse exister. Et ensuite, vous allez voir vos copains démocrates qui vous voient une subvention de 200 millions de dollars qui sera reconduite année après année. Donc, vous avez une partie importante du déficit de l'État qui vient du système politique, qui vote un budget à des amis. Et on voit par exemple que la fille des Clinton avait reçu 70 millions de dollars pour aider les Indiens à manger chaud en Inde. Il fait chaud en Inde. Donc, mais elle en a dépensé 3 pour sa maison et 5 pour son mariage. Et donc, c'est le mécanisme, le vrai mécanisme de corruption dans nos sociétés, c'est les ONG. Et les ONG, si vous voulez, ils sont copains comme toi avec les journalistes. Voilà. Et donc, vous avez une espèce de monde des médias qui s'est créé, ONG, subvention, corruption. Et moi, ce que j'essaye d'avoir aux États-Unis, je n'ai pas réussi à l'avoir encore, mais je l'aurai peut-être un jour, c'est la liste des journaux en France qui ont reçu des subventions de Bill Gates, je sais pas, parce que pour moi, c'était un système qui était parfaitement au point. Ils ont ruiné l'État américain, etc. Et je suis sûr que c'est la même chose en France. Par exemple, je me suis laissé dire récemment que le porteur de sac de riz, là, comment il s'appelait déjà Kouchner, voilà, Kouchner. Il s'était fait arrêter quelque part en Savoie avec une Ferrari. C'est bien, parce qu'ils sont roulés à 160, ce qui est normal quand on a une Ferrari. Mais l'embêtant, c'est que la Ferrari, elle était inscrite, la carte grise, au nom de Médecins sans frontières. Ouais, mais c'est pour sauver des gens plus vite.
Mais c'est pour sauver des gens plus vite. Vous avez raison, il va plus vite aux consultations. Mais je veux dire, combien de fois ça arrive? Combien de fois ça arrive? Combien de fois il y a des... Donc, si vous on dit on va supprimer les subventions, je ne sais pas, à je ne sais quelle grande ONG, vous imaginez la campagne dans la presse, vous voulez laisser les enfants mourir en Méditerranée, ils vont se noyer, on va ressortir la photo du petit machin là qui avait été sur la plage, ce qui était horrible. Mais il y a une confusion extraordinaire entretenue dans le public. Le rôle de l'État, c'est pas d'empêcher les Africains de se noyer, je ne sais pas où. Le rôle de l'État français, c'est que les villes soient sûres, que les... Donc, on a fait passer une espèce de... Maintenant, on est gouverné par les émotions. Absolument. Et on n'est plus du tout gouverné par la réalité. Moi, je me souviens quand les Russes avaient envahi, je crois que c'est la Tchécoslovaquie, ça devait être quand ça, je me souviens plus très bien. Ça devait être en 81 ou quelque chose comme ça. Par là, j'allais vous dire 79, mais... C'est possible, 79, ça n'a plus tellement d'importance. Oui. Il y avait le ministre des Affaires étrangères français, je ne sais plus qui c'était Jobert ou je ne sais plus qui avait dit nous condamnons, mais bien sûr, nous ne ferons rien. Bien sûr, nous ne ferons rien. Et j'avais trouvé ça au poil, parce que au moins, il ne nous racontait pas de Calabroden. Il ne racontait pas, il n'allait pas sortir ses petits bras pour attaquer l'Union soviétique. Quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui avec tous ces gars à l'Assemblée qui seraient incapables de faire leurs chaussures tout seuls, qui maintenant veulent tous envahir la Russie, je me dis, mais on a des espèces d'émotionnels sans aucune ni connaissance historique, ni culture, ni rien, et qui essayent de me faire réagir. Vous savez, les Grecs disaient, il y a l'éthos, le logos et le pathos. Et aujourd'hui, ils essayent de nous gouverner uniquement par le pathos. Absolument. Et ça me broute. Oui, mais c'est la théorie finalement de la peur. La peur a marché pendant le Covid parce qu'elle a permis, je dirais, d'hypnotiser les gens et d'obtenir finalement tout ce qui était souhaité. Elle est remise à jour désormais avec effectivement ce conflit en Ukraine et on voit justement toujours les mêmes mécanismes. Peur égale donner plus d'argent, égale plus de pouvoir à l'Europe, égale une France amoindrie et politiquement, et diplomatiquement, et économiquement. Enfin, c'est peut-être là la question de notre entretien. Je veux pas... Mais vous avez parfaitement raison. Mais ce qui m'intéresse beaucoup dans tout ça, c'est que vous savez quelle est la phrase qui est la plus répétée dans la Bible, plus de 130 fois, je crois. C'est « N'ayez pas peur ». C'était la phrase de Jean-Paul II quand il a été élu, qui est sorti pour la première fois. Donc, la première des choses que vous devez dire à tous les gens qui nous écoutent, mais n'ayez pas peur. La vie est une maladie sexuellement transmissible et qui se terminera mal. Donc, au moins rigolez, quoi. C'est vrai. N'ayez pas peur. Jamais la vie n'a été aussi confortable. Mon arrière-grand-père, mon père, mon grand-père, ils ont tous connu la guerre, ils ont été dans les tranchées, ça a été épouvantable, ils ont eu des vies de merde. Nous, on est là, on pète dans la soie depuis 40 ans, et dès qu'on a une petite contrariété, on fait un caca nerveux. Mais enfin, tenez-vous droit, quoi. Soyez digne. Et on alors, la dignité n'est pas ce qui représente effectivement notre gouvernement et notre président. Soyons transparents sur la question. Donc, effectivement, quelle est la volonté, finalement, c'est une vraie fausse question que je vous pose, puisque je pense qu'on doit avoir à peu près la même vision de la réponse. Mais on a un président de la République qui a été mis en place par des cercles d'influence, des cercles économiques. On a une politique aujourd'hui qui semble aller finalement tout droit dans l'axe directionnel qui lui a été confié. Où va-t-on finalement pour la France? Où va-t-on avec ce gouvernement? Où va-t-on finalement pour nous, simples citoyens? La réponse est assez simple. La souveraineté, ça a été une notion qui a été définie, je crois, par Philippe Auguste. Donc, c'est pour vous dire que ça ne date pas d'aujourd'hui, quoi. Et le roi de France est empereur en son royaume, disait-il. Mais la souveraineté, ça avait 4 ou 5 caractéristiques. La première, c'était des frontières. Il y avait nous et les autres qui étaient à l'extérieur, quoi. Bon, il y avait une frontière.
La deuxième, c'est qu'il y avait une armée pour garder les frontières. La troisième, c'est qu'il y avait une police pour empêcher les salopards de faire l'intérieur. Et ce qui garantissait la souveraineté au-delà de tout, c'était le roi battait monnaie. Mmh. Donc, si vous regardez la France aujourd'hui, on n'a plus de frontières, on ne bat plus monnaie, et la chose qui nous reste un peu, c'est qu'il reste un trognon d'armée, et peut-être un trognon de police. Ouais, alors là, je pense que vous êtes généreux ou ambitieux sur la question. En tout cas, l'armée, il y a encore un cadre il y a encore des gens qui pourraient faire quelque chose. Et le but, c'est maintenant, comme je l'explique depuis des années à qui veut m'entendre, de vendre l'armée française à l'Europe et la force nucléaire. Et à ce moment-là, ben, on ne sera plus rien. La France aura disparu. Donc le choix maintenant, c'est... Bon, vous savez, j'ai 80 balais, alors tout ça m'attriste profondément. Je fais ce que je peux pour essayer de l'empêcher, mais j'y peux rien. La vérité, c'est ce que disait Burke, qui était un philosophe anglais que j'aime bien. Il disait « Rien de mal ne peut arriver à un pays quand les gens d'honneur se lèvent et parlent à temps. » J'aimerais que les gens d'honneur se lèvent et parlent à temps, c'est tout, quoi. Pour empêcher le suicide de notre pays. Mais sinon, il va nous être arrivé ce qui est arrivé au Liban, hein. Alors, la question, justement, c'est qui sont encore les gens d'honneur et sont-ils disposés à se lever à temps? On voit que finalement, alors là, ça dépasse un peu le cadre de l'économie, bien entendu, mais enfin, vous êtes vous-même un homme très averti de plein d'autres sujets, notamment politiques. On voit qu'il y a une opposition aujourd'hui en France qui semble totalement inexistante. Oui, mais regardez. Ces fameux gens d'honneur dont vous parlez, ce sont finalement cette opposition qui... Non, c'est pas cette opposition-là, ça n'a aucun intérêt. Mais regardez, il y a quelque chose qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'au mercredi des Cendres, les églises étaient pleines à craquer. Et aujourd'hui, les vocations sacerdotales remontent en flèche. Et donc, comme d'habitude, les élites seront les derniers. Mais je me demande si quelque chose n'est pas en train de se passer dans le peuple, qui a toujours sauvé la France. Si le peuple français n'est plus prêt à sauver la France, on est foutu, parce que ce n'est pas les bourgeois parisiens qui ont été à l'école alsacienne qui vont faire quoi que ce soit. Ceux-là, ils sont toujours prêts à se vendre à l'étranger. On est bien d'accord, malheureusement, ces fameux Français dont nous parlons, ce sont ceux qui sont exsangues économiquement, et là on revient justement sur le volant économique, qui sont, on en parlait dans différentes émissions sur cette chaîne, qui ont de plus en plus de difficultés à finir les fins de mois, et éventuellement même à se nourrir. On voit de plus en plus de sondages qui sont effectués, qui indiquent qu'il y a des choix qui sont faits par les foyers, notamment concernant leur... De chauffer ou de manger, oui. Ouais, notamment concernant leur qualité de vie. Est-ce que quand on est à ce point finalement... Mais vous êtes en train de faire une analyse que les gens se révoltent s'ils ont le ventre plein. C'est en général, ils se révoltent quand ils ont le ventre vide, hein. Donc le simple fait qu'ils amènent le pays à la faillite et les pauvres gens à avoir faim le 20 du mois, prouve, sans qu'on ait besoin de faire de longues études, qu'ils sont incompétents, parce que réussir quand même à avoir, par exemple, la France qui devient importateur de produits agricoles, faut avoir fait de longues études pour arriver à ce résultat, hein. Donc, on n'imagine pas l'incompétence foudroyante de ces gens-là, mais c'est à un point tel que, pour moi, il est tout à fait évident qu'ils sont profondément corrompus, qu'ils ont été achetés. Ce ne sont pas des... En quelque sorte, pour la première fois depuis très longtemps, nous avons des gens au pouvoir qui ne cherchent pas le bien commun. Ils cherchent à s'enrichir eux. Et pour moi, c'est là c'est très grave. Parce que la haute fonction publique française, même une grosse partie de la classe politique, n'avait pour ainsi dire jamais été corrompue. Et en France aujourd'hui, la corruption est inimaginable. Est-ce qu'elle est suffisamment inimaginable ou est-ce qu'elle est tellement inimaginable pour empêcher justement tout changement? Ou est-ce que finalement, il reste encore une part d'espoir dans votre message? Oh ben vous savez, moi, en bon chrétien que je suis, l'espérance est une vertu théologale, donc ça ne sert à rien de l'idée qu'il
il faut attendre des résultats pour agir est une idée fausse. D'accord. Il faut agir parce que la noblesse est dans l'action, mais pas dans le résultat. Sinon, vous faites partie de nos ennemis. En quelque sorte, ce qui compte, c'est l'honneur. C'est pas la réussite. Je suis 1000 fois d'accord avec vous. Donc, on peut espérer effectivement un nouveau redressement, une nouvelle révolte avec les Gilets jaunes notamment. Alors, oui. Les Gilets jaunes en sont un exemple. Finalement, il y a eu un effet de matraquage, alors là, au figuré comme au sens propre, ils en ont plein la gueule, sur ces manifestants. Est-ce que ce mouvement peut se relever tout simplement encore? Vous savez, moi j'ai vu dans l'histoire de France des régimes, il y a eu des régimes qui étaient impopulaires, quelques-uns. En général, c'est quand la police change de camp, qu'à la place de charger sur les gilets jaunes, elle charge sur les CRS, que les choses changent. Donc, à un moment, ce qu'il est convenu d'appeler les forces de l'ordre, qui pour l'instant sont chargées de protéger nos élites, dans l'histoire de France, je l'avais vu en 58, par exemple, tourne Kazakh et attaque les élites. Donc, j'attends avec impatience que la police commence à taper sur les CRS, quoi, ce serait gay. Et voilà. Bon, on va attendre une prise de position, en tout cas, du côté... Mais ils le feront sans vous le dire, c'est qu'un jour, dans une manifestation, ils refuseront les ordres. Le côté citoyen prendra le dessus sur la fonction. Voilà. Je vous remercie. En tout cas, je vous remercie 1000 fois. On est vraiment ça me fait plaisir. Dans le temps que je vous avais promis de respecter. Charles Gave, quelle est votre actualité? Comment on peut vous suivre le plus régulièrement possible? Vous allez sur l'Institut des Libertés où je publie une chronique chaque semaine. Et puis, on a 2 émissions sur l'Institut des Libertés. Et puis, à l'Université de l'Épargne, pour ceux qui ont été inscrits, on parle beaucoup plus des marchés financiers et comment protéger son épargne. Et puis, je suis invité sur Radio Courtoisie par Clémence, sur Tocsin, etc. Donc, il y a 3 ou 4 endroits où j'ai été invité aussi par Le Crayon, là, qui a fait un bon tabac. Donc, vous tapez Charles Gave, vous arrivez sur des tas de bêtises, quoi. On mettra de toute façon effectivement le lien de votre chaîne en commentaire de cette vidéo. Je vous remercie 1000 fois. Je remercie également Emmanuel pour avoir permis cet entretien. Et puis, je vous dis à très bientôt. J'espère sur notre jeune chaîne Divergence Politique. Au revoir. Bon courage. Hein. Merci à vous. À bientôt.